Merci, Monsieur le Président. Je suis absolument ravi d'avoir été invité à prendre la parole devant cette Assemblée. Et je tiens à remercier nos hôtes pour l'excellente hospitalité qui nous a été manifestée. Quelques minutes maintenant pour parler des engrais et permettez-moi de revenir un peu à l'essentiel. Il y a trois principaux éléments. C'est l'azote que nous trouvons dans l'air et qui est donc libre, mais qui doit être transformé sous une forme utilisable par les plantes, et pour cela, il faut de l'énergie. Il y a bien sûr des plantes qui sont capables de fixer biologiquement l'azote, mais toutes les plantes n'en sont pas capables. En 1913, pour la première fois, l'azote a pu être fixé par M. Haber. Et c'est toujours cette technologie que nous utilisons aujourd'hui. Cette technologie nous a permis, c'est certain, d'améliorer la production des aliments. Pour ce qui est des engrais, maintenant, après la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement des États-Unis a beaucoup investi avec la TVA, l'autorité de la vallée du Tennessee, qui est maintenant responsable du développement pour l'essentiel des engrais que nous utilisons jusqu'à maintenant. Les phosphates sont une ressource non renouvelable que l'on trouve dans de nombreuses régions du monde, principalement en Afrique. Quant au potasse, on le trouve surtout dans les climats tempérés en raison de la nature du sol. On le trouve également dans le désert de l'Atacama au Chili où il ne pleut jamais et également dans la mer Morte sur les côtes d'Israël et de la Jordanie. Pour ce qui est de l'engrais lui-même, maintenant, M. Torat a parlé des nombreuses variétés de semences qui ont été développées en Inde et qui ont permis la révolution verte. Lorsqu'il a accepté le prix Nobel, il a dit « Ces semences sont le moteur, mais elles ont besoin de carburant. Et le carburant, ce sont les engrais. » À peu près 40% de la production mondiale actuelle est due aux engrais. La croissance de consommation d'engrais et de semences est la plus importante dans les pays en développement. Nous utilisons dans le monde quelque 70 millions de tonnes de ces engrais. Et une grande partie vient sous forme d'urée. Alors, la difficulté pour l'avenir, c'est que l'azote est essentiel à l'homme. Toutes les cellules de notre corps en contiennent, mais c'est aussi un élément destructeur pour l'environnement. L'azote, principalement sous forme d'urée, est extrêmement mobile. Une fois dans le sol, il se décompose très rapidement et si la plante ne l'utilise pas, il se disperse dans l'air et dans l'eau. Dans un pays en développement, pour 3 sacs qui sont déversés sur le sol, 2 se dispersent. Dans les pays en développement, le taux d'efficacité est 40%, donc 60% de perte. Pour ce qui est de la production donc, de cette urée nécessite de l'énergie au taux de 4 barils de pétrole pour 1 tonne d'urée. Donc, lorsque je dis 100 millions de tonnes d'azote à l'échelle mondiale, cela représente quelques 200 millions de tonnes d'urée. Donc, calculez ce que cela représente comme utilisation énergétique. Et cela produit du NOx dans cette dispersion.
Pour ce qui est des phosphates, par contre, ils sont extrêmement stables. Ils restent dans le sol et restent à la disposition de la plante pendant de longues périodes, jusqu'à 10 ans. La difficulté du phosphate, c'est qu'au moment de l'extraction et ensuite de sa transformation en produit fini, la perte est importante. À l'échelle mondiale, elle se calcule à 40-60% de perte. Et c'est là qu'est la difficulté, parce que le phosphate est une ressource non renouvelable. On a beaucoup parlé de la crainte d'une pénurie de phosphate dans une trentaine d'années. Nous arriverons au pic. Notre institut a la base de données la plus complète sur les phosphates. Et nous avons fait nos calculs, nous avons présenté notre rapport il y a une dizaine de jours, montrant qu'à l'échelle mondiale, les réserves sont 4 fois plus importantes que ce qui avait été estimé. Maintenant, c'est préliminaire. Ensuite, les ressources et les réserves dépendent des facteurs économiques. À mesure que les prix augmentent, il y a plus de ressources que de réserves, bien entendu. Maintenant, les produits que nous utilisons aujourd'hui datent d'il y a une quarantaine d'années et nous n'avons aucun nouveau produit sur le marché. Donc, notre institut, il y a 6 mois environ, a lancé une initiative, le Centre de recherche de l'engrais virtuel. Nous savons que les engrais sont indispensables à la productivité. Comme on vous l'a dit, nous atteindrons d'ici 2050 9,2 milliards d'habitants sur la planète. Et si vous calculez cela en consommation de protéines, vu l'augmentation de cette consommation, il va falloir produire comme s'il y avait 11,3 milliards d'habitants. Parce qu'avec l'amélioration des revenus, la consommation de protéines augmente. Et par conséquent, l'utilisation des engrais est indispensable. Notre institut a donc lancé ce centre virtuel où nous essayons de rassembler les meilleurs esprits, les esprits les plus pointus au monde, pour trouver la prochaine génération d'engrais. Les engrais agricoles actuels, lorsqu'ils sont répandus sur le sol, sont absorbés en fonction du niveau d'humidité et de la température. Donc nous devons essayer de développer des engrais qui répondent aux besoins de la plante plutôt qu'aux propriétés du sol. C'est là l'objectif que nous visons. Et notre institut y travaille. Voilà, Monsieur le Président. Passons maintenant aux questions. Thank you, Mr. Roy. Let me remind you that the largest offer on the market right now is in phosphates, BHP, on potash rather. BHP is offered $45 or $48 billion to buy Potash Corp in Saskatchewan, the first world producer. So if they leave their traditional sector of iron ore and other non-ferrous metals, obviously they find that strategically this is an interesting development.